Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Ravi de vous accueillir ce soir pour faire un saut aux États-Unis. Il y a tellement de choses à dire, on ne sait pas trop par quoi commencer. Pourtant, j'ai un spécialiste ce soir avec moi, Jérôme Jamin, licencié en philosophie, maître en relations internationales et politiques européennes, docteur en sciences politiques. Jérôme Jamin est aussi professeur à la faculté de droit, sciences politiques et criminologie de l'Université de Liège, où il donne des cours sur les États-Unis. Nous allons voir avec lui comment les États-Unis s'en sortent actuellement. Il vient d'éditer un livre aux éditions Liberté, j'écris ton nom, Make America Great Again, naissance d'une idéologie. Bienvenue dans Libre Ensemble. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Le promoteur immobilier Donald Trump dans la présidentielle de 2016 apparaît comme une caricature. Sa logorée improvisée en direct ne fait alors trembler personne. Mais 10 ans plus tard, le paysage a changé. Aujourd'hui, on ne peut pas manquer MAGA, Make America Great Again. C'est le titre de votre ouvrage. Jérôme Jamin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Jérôme Jamin, quand on écrit un livre sur Donald Trump et les États-Unis, est-ce qu'on n'a pas peur d'être directement obsolète ? Tant il est imprévisible depuis quelques mois, quelques semaines même, tout s'accélère, on a l'impression. Écrire un livre sur lui, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit ? Alors j'entends bien la mise en garde parce qu'il est incontestablement plus imprévisible que beaucoup d'autres acteurs politiques aux États-Unis, mais il y a quand même une certaine stabilité qui s'est installée dans son imprévisibilité et je n'aurais pas pris les risques de m'aventurer dans un livre sur Donald Trump ou sur son discours en 2015, en 2016, ni même peut-être à la fin de son premier mandat, mais pendant l'intervalle, c'est-à-dire pendant les années Biden, incontestablement, il y a toute une série d'éléments qui se consolident et qui deviennent récurrents. Évidemment, la question de l'immigration et la question du mur au sud du pays, mais aussi la question du pouvoir d'achat, de l'inflation, du mérite, des taxes, du tarif, c'est-à-dire des taxes douanières, et enfin la place du religieux dans son action, qui est un des éléments les plus cohérents qui est arrivé très tôt, d'où on en reparlera le vote évangéliste, et qui s'est renforcé dans l'action et dans les paroles. Et à partir de là, depuis un peu plus de 2 ans, je considère que maintenant il y a matière et j'ai été rechercher des éléments du passé qui permettent d'évoquer une période stable, même si on ne peut pas prévoir avec exactitude que cette stabilité va encore durer quelques années parce que on verra de quoi sera fait la politique à la Maison-Blanche. Alors justement, évidemment, je voulais un peu vous titiller en commençant cette émission, mais il est évident que ce livre est intéressant par le fait que vous tirez un petit peu comme le fil d'Ariane, le fil historique des événements aux États-Unis. Comment, en quelque sorte, on en est arrivé là, comment Donald Trump a pu en arriver là, car le populisme, dites-vous, apparaît plutôt à gauche, avec le People's Party, vous allez nous en dire un mot. On est dans quelle période là ? On pense que Donald Trump est arrivé en inventant tout, or non, vous dites, il y a des prémices qui ont permis à un Donald de se constituer Trump. Alors, le populisme, j'évoque en effet de grands populismes plutôt marqués à gauche, notamment le populisme du People's Party à cheval sur le 19 et le 20e siècle, qui regroupe des partis politiques et des mouvements qui tentent d'aider les travailleurs, qui tentent de ne pas être racistes et qui tentent d'intégrer les femmes dans le combat. C'est dans ce sens que c'est un populisme plutôt progressiste. Cela dit, le populisme caractérise toute l'histoire des États-Unis puisque dès qu'il y a passage d'une confédération à une fédération, dès qu'il y a révolution à la fin du XVIIIe siècle, assez vite on a une opposition entre ceux qui prétendent représenter le peuple rural, le peuple qui cultive, le peuple des usines, le peuple de la conquête de l'Ouest, contre une poignée d'aristocrates fort influencés par l'Europe qui dominent Washington. Et dès qu'on a cette opposition, on a une opposition entre le peuple contre les élites, et cette opposition peuple-élite, elle est au cœur du populisme. Donc c'est une très longue histoire, mais les moments, à mes yeux, les plus forts du populisme américain sont historiquement, à mon sens,
plutôt des moments à gauche, même si on a eu toute une série de démagogues racistes qui ont tenté d'avoir des moments populistes où ils se disaient défenseurs du peuple blanc contre les étrangers. Et on a également eu, n'oublions pas, dans les années 90, un certain Ross Perot, qui était un libertarien, qui était le troisième homme contre Bush et contre Clinton, et qui lui aussi disait, moi je suis un homme d'affaires, je défends les travailleurs au sens large contre les élites de Washington. Donc c'est une histoire populiste mouvementée, avec à la fin l'arrivée d'un populiste véritablement de droite, voire marqué à l'extrême droite, qui est Donald Trump. Alors oui, Trump, donc c'est, on vient de le dire, le produit de ce qui a précédé, parce que vous dites aussi le populisme n'est pas une idéologie, ça finit tôt ou tard par se greffer sur une idéologie, mais le populisme de base, non. Et donc Trump emprunte à des idéologies plus structurées, plus anciennes, comme le nativisme. C'est quoi ça, le nativisme? Alors, voilà, que vous évoquez? Donc le nativisme, ça c'est aussi un vieux courant qui est apparu également avec la naissance des États-Unis. Le nativisme, c'est l'idée selon laquelle les États-Unis sont et doivent rester une république, entre parenthèses, à caractère démocratique, un ordre constitutionnel, un pluralisme des partis, des élections. Donc on est là dans une logique démocratique, mais le mot république passe mieux, semble renvoyer à une démocratie plus forte, plus solide que le mot démocratie. Mais les nativistes ont une petite particularité, c'est qu'ils disent que les créateurs de la République, les fondateurs des États-Unis, les pères fondateurs qui ont pensé la Constitution, ont pensé tout cela en se disant on est pour la République, mais c'est une République qui doit être dans les mains des descendants d'Européens chrétiens et blancs. Et seuls les blancs européens chrétiens ont... Les fameux WASP les WASP, entre autres. Et seuls eux ont une culture et une ethnicité ou un héritage européen et chrétien qui les rend capables de faire tourner une république. Donc le nativisme est une forme de gloire à la république et à la démocratie sur fond de discours qui flirtent avec le racisme en prétendant que les Mexicains et les Afro-Américains sont peut-être très sympas, mais ils n'arriveront pas à faire tourner la république, alors que les descendants d'origine allemande, irlandaise, britannique, italienne, eux, français, eux, ont cette culture. Et Donald Trump s'est emparé de ce discours, mais non pas en allant lire des textes du XVIIIe siècle. Donald Trump ne lit pas, il regarde beaucoup les médias et c'est comme ça qu'il a son flair politique. Mais il y a eu un candidat en 92, en 96 et en 2000, durant les années Clinton, avant les années Bush, qui s'appelait Pat Buchanan et qui était le représentant du nativisme au sein du Parti républicain. Et Pat Buchanan a théorisé toute cette idée du fait qu'il fallait lutter contre le multiculturalisme, contre l'immigration mexicaine, contre l'islam, et avoir une Amérique majoritairement blanche, chrétienne et d'origine européenne, avec quelques étrangers si nécessaire, ça c'est pas exclu. Et cette théorisation, elle est arrivée un peu tôt, elle n'a pas pris, même si jamais il a défié les présidents de l'époque, Clinton et Bush. Et Trump a senti 20-25 ans plus tard, mais que le nativisme était arrivé à maturité et pouvait générer un électorat solide. Il a du flair, en effet, et il va pomper là où il faut, exactement ce qu'il faut. Vous dites aussi que le fameux MAGA, Make America Great Again, c'est en fait Ronald Reagan, 40e président de 80-88, qui lançait déjà à l'époque Let's America Great Again. Oui, alors... Il n'a presque rien inventé, Donald Trump, in fine. Non, il a inventé le montage qui regroupe tous ces éléments, est un montage complexe qui est cohérent, et ça, il a eu le flair politique pour oser mettre ensemble des choses que d'autres n'ont pas osé faire. Mais en effet, il y a le nativisme, il y a Pat Buchanan, il y a Ronald Reagan, qui lui a cette phrase célèbre, il dit « Ne vous demandez pas... si l'État pourra régler vos problèmes, puisque l'État est le problème. » Sous-entendu, on a trop d'États, on a trop d'administration, trop de fonctionnaires, tout ça coûte trop cher, et donc l'État ne pourra rien faire pour nous, parce que c'est l'État le problème. Et ça, on le retrouve avec Elon Musk, qui maintenant est, enfin pas de côté, mais il y a peu de temps, avait pour mission, à la demande de Donald Trump, de nettoyer tout ça, de virer tous les fonctionnaires paresseux, inutiles, etc. Et Ronald Reagan considérait également que ce qui était important, c'était de baisser au maximum les taxes
au nom de la théorie dite du ruissellement, c'est-à-dire que si vous taxez moins les riches, ils auront plus d'argent, et s'ils ont plus d'argent, ils vont employer davantage de gens, peut-être pour s'occuper du jardin, peut-être pour travailler comme secrétaire, mais ça fait de l'emploi. Et cette théorie du ruissellement, Ronald Reagan l'a beaucoup utilisée pour justifier sa baisse des taxes, et Donald Trump a utilisé le même genre d'argument. Donald Trump en est venu à tout cela grâce aussi, il s'est appuyé sur une société extrêmement polarisée aux États-Unis. On s'en rend compte depuis 2-3-4 ans peut-être ici. On ne comprenait pas comment est-ce que les Américains peuvent voter pour lui, comment est-ce possible avec notre regard européen. On se rend compte aujourd'hui que cette société est tellement polarisée que les gens entre eux, les camps, ne se parlent plus, ne s'écoutent plus. Et alors vous revenez sur le rôle des médias, évidemment avec la naissance de Fox News et aujourd'hui aux États-Unis, on en est vraiment venu à une séparation de toutes ces personnes qui ne savent même plus se parler? Oui, alors ça n'a pas toujours été le cas. Le dernier républicain qui avait un certain soutien bipartisan de la part des républicains et des démocrates, c'est Herbert Bush, donc le prédécesseur de Bill Clinton, le successeur de Ronald Reagan, l'ancien vice-président de Ronald Reagan, donc qui a presté de 88 à 92, qui était aussi à la manœuvre pour la première guerre du Golfe en 91 pour chasser Saddam Hussein du Koweït. Et c'est un des derniers présidents qui faisait l'unanimité au-delà de son propre camp. Quand Clinton est arrivé, tout de suite, ça a suscité un vent de panique chez les républicains parce que Bill Clinton avait la réputation d'être un gouverneur de l'Arkansas qui utilisait son pouvoir pour obtenir les faveurs de jeunes filles stagiaires. On est avant l'époque de l'affaire Weinstein, donc Clinton a pu se permettre de cumuler un certain nombre d'affaires et de scandales, tantôt vérifiés, tantôt de l'ordre de la rumeur, ce qui ne serait plus possible aujourd'hui. Et quand Clinton est arrivé, pour beaucoup, c'était l'immoralisme, le relativisme, la pornographie, les LGBT, les homosexuels qui rentrent à la Maison-Blanche. Et donc les années Clinton ont commencé à faire peur à une partie non négligeable de l'électorat républicain et une petite partie de l'électorat démocrate qui était plutôt conservateur, mais au centre-gauche chez les démocrates. Et la polarisation a été renforcée par Fox News qui est parvenu à proposer des contenus très dur sur la tentative d'impeachment de Bill Clinton, et Bill Clinton a été auditionné, des enquêtes ont été menées. Tous les jours sur Fox News, vous aviez des nouvelles terribles sur le fait que Bill Clinton avait abusé de telle personne, avait intimidé telle autre jeune fille. Et donc Fox avait au quotidien de quoi rendre Bill Clinton détestable et faire peur à beaucoup de monde. Et lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche, c'est le 11 septembre, c'est George Bush, et tout ce qui va avec. On disait à l'époque que c'était probablement le pire président républicain. C'était sans savoir que voilà. Mais je pense que le début de la polarisation, c'est Bill Clinton, renforcement de Fox News en parallèle, arrivée de Bush, 11 septembre, crise de 2008, le Tea Party aussi, qui arrive et qui critique le renflouement des grandes multinationales qui ont perdu beaucoup, le renflouement de Wall Street qui a perdu beaucoup d'argent en 2008. Et ça ne va cesser de s'aggraver au point que les gens maintenant sont capables de coexister, mais sont souvent incapables de discuter s'ils ne partagent pas la même opinion. Et d'ailleurs, ils n'écoutent pas les informations de l'autre camp non plus. Enfin, chacun regarde sa chaîne de médias. On sait que les algorithmes des réseaux sociaux vous fait voir tout. Donc, ils restent effectivement chacun campé dans leur news. Mais il faut, à la décharge des Républicains, signaler que le biais qu'on trouve chez Fox News, on le trouve de plus en plus également sur CNN. C'est-à-dire que, pas le CNN européen, qui est plutôt un CNN apaisé, mais si on regarde le CNN des Américains, c'est-à-dire une chaîne internationale, mais qui est quand même beaucoup plus locale et qui évoque beaucoup plus les États-Unis. Chez nous, beaucoup de reportages sur CNN ne concernent pas les États-Unis, mais le CNN américain est beaucoup plus, concerne beaucoup plus les États-Unis. Il n'est pas rare que un même sujet
est traité de façon erronée par un journaliste vedette de CNN qui s'en prend à un journaliste vedette de Fox. Et le même jour, le journaliste attaqué sur Fox News par le journaliste vedette de CNN répond à son collègue de CNN, l'attaque en présentant la même réalité mais sous un autre angle. Et on a au final deux grands réseaux qui ne sont pas spécialement plus crédibles l'un que l'autre. Et donc vous avez deux mondes que plus rien ne rassemble et qui poussent les gens à être je le dis dans le livre, à penser que la différence vaut dissidence. Et donc si votre voisin n'est pas comme vous, c'est un dissident. C'est pas simplement qu'il n'est pas comme vous. Une petite parenthèse avant de poursuivre sur le Tea Party dont vous parliez. Oui, alors donc là c'est... qu'on ne connaît que peu ici. Le Tea Party, alors ça arrive essentiellement, ça se déclenche avec la crise de 2008, à la fin du mandat de George Bush fils, et ça va s'aggraver très fort avec l'élection de Barack Obama. Le Tea Party, ce sont des gens d'un certain âge, la plupart blancs, souvent des hommes, qui considèrent que c'est scandaleux que l'argent de leurs économies et que l'argent public servent à aider des gens qui ont fait des prêts énormes pour s'acheter des maisons à taux variable et que qui dit taux variable, ils n'ont plus les moyens de payer leurs prêts. Et donc pour le Tea Party, si ces gens ne sont pas capables de rembourser leurs prêts, ce sont des gens irresponsables et il n'y a pas lieu de prendre de l'argent public pour les aider, comme il n'y a pas lieu d'ailleurs de prendre de l'argent public pour aider Lehman Brothers, pour aider la société Ford, General Motors, etc. Il y a un certain nombre de grosses structures qui vont aider avec de l'argent public. Et pas de bol pour Barack Obama, il arrive en même temps. Donc ça va être facile pour des gens qui ont du mal à voir un Afro-Américain à la Maison-Blanche, mais qui n'osent quand même pas être ouvertement raciste. Il y a une opportunité qui se présente, c'est « Ah non, moi je suis pas raciste, j'en veux à Obama », parce qu'il aide les losers, il aide des perdants, il aide des profiteurs du système. Et le discours du Tea Party va être très, très, très limite. Et le Tea Party va essayer de ne pas basculer dans le racisme, mais il va être débordé par ses propres troupes qui diront, en fait, c'est une double faillite de l'Amérique. L'Amérique s'effondre financièrement, perd son argent pour aider les banques et tous ceux qui ont joué avec le feu. Et en plus, tout ça se fait avec un Afro-Américain à la Maison-Blanche. Donc on perd aussi notre âme et on retourne au nativisme. On perd le fait qu'au départ, à la Maison-Blanche, ce sont des Blancs chrétiens d'origine européenne et pas quelqu'un de peau noire d'origine kenyane. Par son père. Donc voilà, ça va être de nouveau un traumatisme sur fond de racisme en partie, pas exclusivement. Et Donald Trump, là, il va vraiment sentir le truc. Il va se dire, bon, je sais que les années 90, c'était le traumatisme de Clinton à la Maison-Blanche. Je sais que les années 90, c'est aussi Pat Buchanan qui à 3 reprises est candidat à la présidentielle, mais finit par abandonner au profit des républicains, tout en disant que nous allons disparaître et que c'est la mort de Death of the West, la mort de l'Ouest. Et Donald Trump assiste aussi à l'arrivée d'Obama, il assiste au traumatisme au sein d'une partie de la population. Il assiste à 2008, la grande gabegie, hein, on va payer pour les nuls, pour les ratés qui ont pris des risques financiers. Et puis, il voit le Tea Party et il voit que le Tea Party est prêt à prendre ses distances avec le Parti républicain. Donc il se dit, il y a une base au sein de l'électorat républicain qui est peut-être prête à prendre ses distances avec le conservatisme traditionnel pour un conservatisme populiste, et il décide de l'incarner. Flow the zone with shit, disait Steve Bannon, noyer la zone avec de la merde. Trump est aujourd'hui plus qu'imprévisible. On a pensé à des fake news sans importance, sans conséquence. Pourtant, on le voit, là, il a quand même eu une vitesse supérieure. Et on se questionnait avant les élections, et si Trump gagne, est-ce qu'il va faire ce qu'il a promis? Est-ce qu'il voudra détruire le gouvernement américain, le contrôler les lois, l'armée, la fonction publique, les partisans au Congrès? En fait, on s'aperçoit depuis les derniers événements à Los Angeles, et notamment l'armée déployée dans les rues contre d'ailleurs la décision et l'avis du gouverneur, de la gouverneure. Du gouverneur Newsom, mais de la maire de Los Angeles, voilà. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'état de droit aux États-Unis? Ce n'est plus qu'une fake news, ce n'est plus que de la merde, c'est carrément de la violence. Alors,
À ce stade, je dirais que l'état de droit est incontestablement malmené par le rythme des attaques. C'est-à-dire que les adversaires ont à peine le temps de mettre en place des contre-feux face aux attaques contre l'état de droit, que de nouvelles attaques apparaissent le lendemain et le surlendemain, d'où cette idée d'inonder la zone, c'est-à-dire qu'il faut que l'adversaire n'ait aucun répit. Vous avez à peine le temps de dénoncer quelque chose qu'en fait, le lendemain, vous êtes déjà dépassé, parce que Donald Trump a déjà mis dans la zone un autre problème, un autre scandale, etc. Mais cela dit, à ce stade, le système de poids et de contrepoids qui fait que, comme disait Montesquieu, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir, que le Congrès puisse contrôler la Maison-Blanche, qui elle-même doit pouvoir un peu contrôler le judiciaire devant lui-même contrôler le Congrès et la Maison-Blanche. Donc ce sont des pouvoirs qui doivent se contrôler mutuellement. Mais ça ne fonctionne pas trop mal dans le sens où, à ce jour, la très très grande majorité des dossiers qui opposent Trump et la justice, quel que soit le niveau, finissent en défaveur de l'équipe Trump. Donc il fait beaucoup de bruit, mais il y a beaucoup d'ordres exécutifs et de décisions qui simplement, pour l'instant, n'ont pas encore été annulées, vont être annulées, ou des décisions qui ont été autorisées à condition qu'il y ait un amendement. Un bête exemple, l'administration avait expulsé un migrant qui était je ne sais plus s'il était en situation légale ou illégale, mais en tout cas ils l'ont expulsé illégalement. Oui. Et tout le monde s'était dit c'est vraiment le début de la dictature. Mais la justice a imposé à l'administration de le faire revenir, il est revenu. Alors maintenant ils essaient de le poursuivre sur base d'autres chefs, mais donc la Cour suprême, malgré le fait que plusieurs juges ont été proposés et confirmés par Donald Trump et confirmés par le Sénat, qui est plutôt républicain, la Cour suprême, ce sont quand même des juges qui ont fait le droit, qui ont une culture de l'état de droit, et ils essayent parfois de ménager un peu l'équipe Trump, mais ils ne lui font pas de cadeau non plus, tout simplement parce qu'ils sont nommés à vie, qu'ils ne lui doivent pas beaucoup plus que le fait qu'ils ont été proposés, et qu'ils préfèrent une Cour suprême qui défend la République qu'une Cour suprême à la botte de Donald Trump. D'une autocratie. Ils ne veulent pas d'une autocratie. Non, donc il y a de la résistance de la part de la Cour suprême, il y a de la résistance de la part des cours fédérales, et il y a de la résistance au niveau des États fédérés. Le gouverneur de Californie a dit que l'intervention de l'armée en Californie est illégale, et on va sans doute avoir tôt ou tard une décision de justice qui dira soit que l'armée peut rester, mais dans certaines conditions, soit qu'elle ne peut pas. Alors, en attendant, ça s'enflamme. Les rues s'enflamment et la violence monte. Et il y a des rafles sur les migrants, comme ces parents qui ont été arrêtés en pleine remise de diplôme de leurs enfants. Oui, mais alors comme c'est un état de droit, l'armée et la police ne peuvent pas rentrer chez les gens. Le domicile est inviolable. Donc, c'est une pratique courante aux États-Unis, mais ailleurs aussi. La seule façon pour la police de l'immigration d'arrêter quelqu'un en situation illégale, c'est de l'attraper quand il n'est pas chez lui. Parce que chez lui, vous ne pouvez pas rentrer sur le domicile, vous devez avoir l'autorisation d'un juge. Donc, je ne suis pas sûr que la police de l'immigration cherche à tout prix à arrêter les gens lorsqu'ils assistent à une cérémonie de remise des diplômes de leurs enfants. Mais au moins à ce moment-là, ils ne sont pas chez eux. Donc la police de l'immigration a plus de droits. Maintenant, c'est vrai que ça fait penser à des rafles, mais il y a eu en Belgique et en France par le passé des gens qui étaient arrêtés à Bruxelles, à Anvers ou même à Liège, dans les parcs, où on sait que dans le parc il y a des sans-papiers. Oui, et donc ça se fait aussi. C'est parce que c'est très médiatisé pour le moment et que comme la situation est explosive et chaude, on en parle plus. On en parle plus. Il y a vraiment un coup d'accélérateur sur l'immigration. Oui, un coup d'accélérateur. Donald Trump l'avait dit. Il avait dit il y a trop d'immigrants illégaux. Nous allons appliquer la loi. Et ce n'est pas abîmer l'état de droit que d'appliquer la loi. Quant aux manifestations, je vous invite quand même à reprendre les moments forts de la crise des Gilets jaunes en France, et vous verrez qu'aux États-Unis, il y a des tensions, il y a des gens dans la rue, mais vous n'avez pas, comme en France, des gens qui jettent des cocktails Molotov sur la police, et la police qui lance en permanence j'ai oublié comment ça s'appelait, ce sont des petites bombes qui dégagent du gaz lacrymogène, etc. La violence à l'époque des Gilets jaunes est sans commune mesure par rapport à ce qui se passe à Los Angeles, mais les règles sont différentes. Los Angeles est une ville immense.
Donc les gens ne se réunissent pas dans des rues serrées comme à Paris. Et il y a encore peu de temps, en sortant d'un match, il y avait de grosses émeutes à Paris. C'est bien plus effrayant que ce qui se passe à Los Angeles. Mais voilà, on en parle parce que c'est Trump, parce que c'est l'immigration, parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés dans la rue. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, l'administration Trump est régulièrement bloquée par les différents niveaux de justice, par les États fédérés. Et n'oubliez pas que l'histoire a montré aussi que l'armée est loin d'être aux ordres, elle a son indépendance, elle s'engage à ne pas faire de politique, mais elle veut aussi qu'on respecte la Constitution. Donc, il n'est pas sûr que l'armée sera toujours derrière Donald Trump. Enfin, sur le plan international, toutes les promesses de Trump s'effondrent les unes après les autres, alors que c'était un homme de paix. C'est pire dans le conflit israélo-palestinien, puisque maintenant Israël attaque l'Iran. C'est pire par rapport à l'Ukraine, parce que à part avoir tout promis à Poutine, il ne s'est rien passé. La relation avec la Chine et d'autres grandes puissances ne s'est pas améliorée. Donc, je pense que ça a été quand même... pas un coup de bluff, mais ils ont essayé d'inonder la zone avec plein de trucs. Et en fait, maintenant, les gens ne sont pas dupes. Ils se disent... Et Elon Musk, ça, c'était prévisible. L'alliance était très, très pratique pour être élu. Mais deux personnages pareils ne pouvaient pas avancer longtemps ensemble. Elon Musk est un libertarien, tandis que Donald Trump est un conservateur xénophobe. Et il n'y a pas de raison qu'ils restent ensemble très longtemps. Alors pour terminer, Jérôme Jamin, donc vous semblez ne pas être totalement effrayé. Il faut attendre, il faut regarder ça avec sang-froid. Tout peut changer. Ou pensez-vous que tout de même, il a fait des dégâts dans ce grand pays qu'on disait démocratique? Est-ce qu'on pourra réunir et comment les deux mondes qui ne s'écoutent plus aujourd'hui là-bas? Et puis, dernière question, est-ce que tout ce qui arrive là-bas arrive ici aussi? Cela dit, l'Europe, on n'a pas de leçon à donner pour le moment, effectivement, dans un tas de pays. Alors, je pense que déjà le Congrès actuel est de moins en moins en la faveur de Donald Trump. Il n'arrive pas à faire passer les lois qu'il veut faire passer. Même son propre camp s'oppose à ses propres lois. Et c'est le Congrès qui a le pouvoir à Washington. Ce n'est pas la Maison-Blanche. C'est le Congrès qui vote les lois. C'est le Congrès qui a les cordons de la bourse. Ça veut dire que si Trump vote un décret exécutif, soit ce décret s'inscrit dans une loi existante, alors ça passe, soit elle va contre la loi, et le décret n'est pas appliqué puisqu'il va contre la loi. En d'autres termes, c'est le Congrès qui a le pouvoir. Et par ailleurs, il a essayé de faire passer un très gros paquet de lois reliées entre elles ces dernières semaines. Il n'y est pas parvenu. Et le Congrès refuse de voter le budget à ce stade. Donc, son truc ne marche pas. Donc il est bloqué par un Congrès qui pour l'instant est républicain, mais de plus en plus de républicains pensent à l'après. Ils savent que Trump va peut-être un jour perdre de sa superbe, si on peut utiliser ce mot-là, et donc certains congressistes de républicains se disent qu'il est temps de montrer qu'on n'est pas toujours à la solde de Donald Trump, et alors dans quelques mois on va avoir, dans un an et quelques mois, des élections. De mi-mandat. Il est très fréquent que les élections de mi-mandat soient gagnées par le perdant. Voilà. Alors là, évidemment, ça va être, si jamais ça ne joue pas en faveur des démocrates, ce sera parce que les démocrates, une fois de plus, ont été absolument incapables d'opposer une figure à Donald Trump. Rappelez-vous, ils ont d'abord proposé Joe Biden, c'était pas prévu du tout. Et même quand il était en train de venir saigner les grabataires, ils avaient dit on va leur reproposer une deuxième fois. Et puis c'était tellement visible qu'ils ont dû mettre Kamala Harris dans la catastrophe 3 mois avant les élections. Donc si les démocrates, si Trump aussi évolue, c'est parce qu'il n'a pas d'opposition de la part des démocrates. Et alors pour terminer, est-ce qu'il a fait bien sûr, les dégâts de Donald Trump resteront exactement comme les dégâts de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est mort il n'y a pas longtemps, mais entre-temps est passé ce qu'on appelle la lepénisation des esprits. Une partie de la France est lepénisée et une partie des États-Unis est trumpisée. Et donc, ça va forcément laisser des traces, mais ça n'empêche pas du tout que toute une série de procès commencent contre des gens qui ne respectent pas, contre des gens qui se pensaient protégés par les Trumpistes, que des gens votent contre Donald Trump. On peut espérer que le Parti démocrate parvienne à se réveiller et avoir une idéologie
consolider, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes pour l'instant, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils ont en face d'eux quelqu'un qui non seulement a arrêté plein de choses, mais fait marche arrière. Donc les démocrates sont dans une posture difficile. Ok, on peut rester optimiste alors. Et puis alors, je voulais signaler en fin d'ouvrage, et c'est très intéressant, vous consacrez quelques pages à un chapitre intitulé « Pour mieux comprendre le système américain ». Et c'est pas toujours évident, c'est bien le pouvoir est-il à la Maison-Blanche, quel est le poids d'un décret exécutif. On va vous rappeler quelques bases comme ça pour mieux comprendre effectivement ce qui se passe là-bas, que signifie le shutdown. C'est tout à fait intéressant. Un grand merci Jérôme Jamin. Merci. Donc « Make America Great Again, naissance d'une idéologie » chez Liberté, j'écris ton nom, ici en nos éditions du Centre d'Action Laïque. Longue vie à cet ouvrage, un grand merci à vous, Jérôme Jamin. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, d'avoir choisi de nous suivre ce soir. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.